Informations avant de démarrer. Merci d'abord d'être là, si nombreux aujourd'hui, en cette reprise du séminaire Babel. Les informations, bon, vous les avez, vous les savez. La prochaine fois, donc, ce sera Paul Denis sur Paul Valéry. Et puis, il y a ce fameux colloque du vendredi 25 mars. On n'entend pas très bien. Le problème, c'est que... Où est Pascal? Pascal, le micro. Donc, oui, c'est mieux. Donc, le colloque, hein, vous l'avez, c'est le vendredi 25 mars, ça a lieu ici. Je vous invite à vous inscrire par mail auprès de Corinne Dugré-Lebigre parce que le nombre de places sera insuffisant. Vous entendez mieux, là? Non, toujours pas? Il va falloir vous rapprocher, alors. Parce que là, on ne peut pas faire mieux. Si, c'est mieux. Et donc, alors, aujourd'hui, bon, les autres intervenants, René Caès et Nazio, vous les avez sur le programme. Aujourd'hui, nous réabordons le continent Proust que nous avons abordé il y a pas mal de temps maintenant. Je crois me souvenir que c'était avec Michel Schneider à l'occasion de l'apparition de son essai dans la collection L'un et l'autre, dirigé par J.B. Pontalis, un très joli texte. Maman, je vous invite à lire ce texte si vous ne l'avez pas lu. C'était un vrai essai, plein de charme, plein de fantaisie aussi, avant même son texte sur Marilyn Monroe, qui ne sont pas éloignés l'un de l'autre. Mais nous réabordons donc le continent Proust, qui est si nécessaire à notre compréhension de la psychopathologie, en particulier de l'enfant et de l'adolescent, avec Isée Bernato, que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui. Isée Bernato est psychanalyste à l'APF. Elle est maître de conférences en psychopathologie à l'Université Paris Diderot. Elle a collaboré à un certain nombre de livres, dont un certain nombre récent, La psychanalyse de l'adolescent existe-t-elle, au PUF 2010, et Récit du temps, en 2010 aussi. Elle est l'auteur de ce très joli et très dense et très intéressant, très pertinent ouvrage, L'adolescent et la séparation, dans la petite bibliothèque de psychanalyse au PUF, que je vous invite à lire. Probablement après son intervention, elle vous en aura donné le goût. Elle est aussi, elle a collaboré à un livre qui va sortir après-demain et qui s'appelle Les 100 mots de la sexualité, sous la direction de Jacques André. Elle est l'auteur, avec un E, d'un certain nombre d'entrées, comme on dit, dans un livre de ce type, des entrées qui donnent envie de la lire, puisque je vous les donne en vrac. Elle est l'auteur de l'entrée Bordel, femme fatale, Extase mystique, Don Juan, Putain, chienne et salope, donc 3 entrées. Le fameux rabaissement freudien est là aussi, puberté, et enfin sortir avec. Elle a reçu le prix Pierre Mal pour 2 de ses articles que vous pouvez retrouver dans la revue Adolescence en 2006-2007. Un article sur Buchner, donc sur la question de la littérature, et un autre article sur l'exposé d'un cas de jeune patiente mélancolique. Isée Bernato, merci d'être là avec nous. C'est à vous. Merci beaucoup. On m'entend bien? Oui. Bon. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. L'incipit de la recherche fait du rituel du coucher, cette atroce séparation qui prive le narrateur de sa mère le temps du sommeil, la matrice de l'œuvre tout entière. À Combray, tous les jours, dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester sans dormir, loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. Le baiser de maman, baiser espéré, arraché, refusé, cédé, obtenu, donne à cette séparation son viatique et la transforme en césure,
susceptible de s'achever dans des retrouvailles. Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman vienne m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais la perspective de la séparation à venir le lendemain abolit immédiatement le pouvoir du baiser du soir. Le crépuscule à venir redéfait chaque jour le travail de la veille. Demain, mes angoisses reprendraient et maman ne resterait pas là. Le roman ne peut commencer, la recherche ne peut que ressasser la scène du coucher à Combray. L'angoisse, cette préoccupation douloureuse du narrateur, fait de sa chambre un tombeau et de la venue de la nuit une apocalypse. Une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau en défaisant mes couvertures, revêtir le suaire de ma chemise de nuit. Mais avant de m'ensevelir dans le lit de fer qu'on avait ajouté dans la chambre, parce que j'avais trop chaud l'été sous les courtines de reps du grand lit, je voulus essayer une ruse de condamné. Cette angoisse, d'abord circonscrite à Combray, où elle irradie tout l'espace du souvenir, puisqu'il ne subsiste tout d'abord de Combray que, je cite, « le décor strictement nécessaire au drame de mon déshabillage », cette angoisse se diffracte ensuite dans la recherche sous de très nombreuses formes. À Balbec, comme autrefois à Combray, l'absence est une mort dont rien ne peut atténuer la violence. Cette douloureuse préoccupation se métaphorise ensuite, à partir du côté de Guermantes, en droit d'entrer dans un salon, angoisse que tous les personnages proustiens éprouvent et dont l'enjeu, en être ou ne pas en être, est comme une version dégradée d'être ou de ne pas être. Cette angoisse, le narrateur la retrouve également inchangée dans son amour pour Gilberte et dans toutes ses amours futures. Il ne supporte tellement pas d'être séparé de Gilberte que cela l'empêche de la regarder, même lorsqu'elle est présente. De même, dans sa liaison avec Albertine, le narrateur attend désormais le baiser du soir, comme il attendait celui de sa mère autrefois. À 13 ans, à la question « Quel est pour vous le comble de la misère ?», Proust répondait « Être séparé de maman ». En janvier 1906, 3 mois après la mort de sa mère, 30 ans plus tard, il écrit à Barrès « Toute notre vie n'avait été qu'un entraînement, elle à m'apprendre à me passer d'elle, pour le jour où elle me quitterait, et cela depuis mon enfance, quand elle refusait de venir me dire bonsoir avant d'aller en soirée, quand je voyais le train l'emporter quand elle me laissait à la campagne, quand plus tard à Fontainebleau, et cet été même où elle était allée à Saint-Cloud, sous tous les prétextes, je lui téléphonais à chaque heure. Ces anxiétés qui finissaient par quelques mots dits au téléphone, ou sa visite à Paris, ou un baiser, avec quelle force je les éprouve maintenant que je sais que rien ne pourra les calmer. À l'instar de l'enfant dépendant qui, selon Philippe Jamet, a besoin de la présence réelle de l'objet pour s'endormir, le narrateur considère que le trajet tout entier de sa vie et de son œuvre, confondu dans un seul et même accomplissement, pourrait bien n'avoir consisté qu'à m'habituer à me coucher sans embrasser ma mère, comme il l'écrit dans Le Temps retrouvé. Mais l'insistance proustienne sur le baiser, alternativement donné ou refusé par la mère, ajoute à cette angoisse un élément décisif qui lui fait quitter le domaine du besoin pour celui du désir, ce qui ouvre la voie à une compréhension oedipienne de l'angoisse de séparation. À Combray, la scène initiatique, au début de Du côté de chez Swann, qui ouvre le ballet des nuits sans sommeil, est une grande scène oedipienne qui se déroule en 4 tableaux. Je vous propose qu'on les examine ensemble. Premier tableau. La venue de Monsieur Swann prive le narrateur du baiser de sa mère. Mais le seul pour qui la venue de Monsieur Swann devint l'objet d'une préoccupation douloureuse, on retrouve ce terme, ce fut moi. C'est que les soirs où des étrangers, où seulement Monsieur Swann était là, maman ne montait pas dans ma chambre. Deuxième tableau. Le narrateur, en proie à l'angoisse la plus extrême, voit, je cite, « son esprit tendu par sa préoccupation » et il tente d'attirer l'attention de sa mère par tous les moyens, et notamment par une lettre. Exclu de
je cite encore, « la fête inconcevable, infernale, au sein de laquelle nous croyions que des tourbillons ennemis pervers et délicieux entraînaient loin de nous, la faisant rire de nous, celle que nous aimons, le narrateur espère par sa lettre s'y faufiler. Ces heures inaccessibles et suppliciantes où elle allait goûter des plaisirs inconnus, voici que par une brèche inespérée nous y pénétrons. Le fantasme de scène primitive affleure dans les adjectifs qui qualifient la fête à laquelle la mère et ses invités prennent part et dont le narrateur est exclu, renvoyé à son ridicule de petit garçon. Il ne s'agit pas là d'une exclusion renvoyant seulement à la détresse, mais bien d'une exclusion dont le tranchant évoque la castration, comme humiliation et punition infligées pour le fantasme lui-même. Troisième tableau. Parce que la mère n'a pas daigné répondre à sa lettre, le narrateur transgresse l'ordre d'aller se coucher et attend sa mère en haut des escaliers. L'angoisse de castration est de nouveau convoquée, espérée, quand la mère s'effraie de la transgression du fils et de la venue du père. Je vis dans la cage d'escalier la lumière projetée par la bougie de maman, puis je la vis elle-même. Je m'élançai. Sauve-toi, qu'au moins ton père ne t'ait pas vu ainsi attendant comme un fou. Mais je lui répétais, viens me dire bonsoir, terrifié, en voyant que le reflet de la bougie de mon père s'élevait déjà sur le mur, mais usant aussi de son approche comme d'un moyen de chantage, et espérant que maman, pour éviter que mon père me trouvât encore là si elle continuait à refuser, allait me dire « Rentre dans ta chambre, je vais venir ». Il était trop tard, mon père était devant nous. Sans le vouloir, je murmurais ces mots que personne n'entendit, « Je suis perdue ». Rien ne manque à cette scène oedipienne emblématique, pas même la lumière sépulcrale des chandeliers, rappelant le château de Combourg et le père terrifiant de Chateaubriand. Et pourtant, comme Proust l'écrit, il n'en fut pas ainsi. Il n'en fut pas ainsi car dans le 4e tableau, la phrase du père « Mais va donc dormir avec lui, puisque tu disais justement que tu n'as pas envie de dormir. Reste un peu dans sa chambre. Moi, je n'ai besoin de rien. » Cette réplique met fin à la situation triangulaire de l'Oedipe et enferme le narrateur dans une dyade mère-fils qui le plonge dans la détresse. Mais depuis peu de temps, je recommence à percevoir, si je prête l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seule avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé. À l'angoisse succède donc une immense tristesse. Le narrateur rapproche la silhouette de son père en haut de l'escalier d'une gravure qu'il connaît, dans laquelle Abraham, le père, intime à Sarah l'ordre de se séparer d'Isaac. Il était encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche sous le cachemire de l'Inde violet et rose, qu'il nouait autour de sa tête quand il avait des névralgies, avec le geste d'Abraham dans la gravure d'après Benozzo Gozzoli que m'avait donné M. Swann, disant à Sarah qu'elle a à se départir du côté d'Isaac. La comparaison avec le tableau est extrêmement curieuse, car c'est pourtant l'ordre exactement contraire qui est dans la scène du coucher à Combray proférée par le père. Mais le choix de cette gravure, ainsi que la formule très alambiquée qu'elle a à se départir du côté d'Isaac, me paraissent être l'indice d'un désir à peine dissible de séparation, désir du narrateur, qui affleure sous la volonté proclamée de l'enfant de ne jamais quitter sa mère. De même, les étranges sanglots du narrateur, qui n'ont jamais cessé, témoignent du chagrin que procure la faillite du complexe oedipien et l'instauration du contrat pervers mère-fils, autorisé, voire même encouragé par le père. Proust conclut. Cette soirée commençait une ère, resterait une triste date. Il y a bien dans cette scène une faillite qui n'échappe pas au narrateur. J'aurais dû être heureux, je ne l'étais pas. Il me semblait que ma mère venait de me faire une première concession qui devait lui être douloureuse, que c'était une première abdication de sa part devant l'idéal qu'elle avait conçu pour moi,
et que pour la première fois, elle, si courageuse, s'avouait vaincue. Dans le temps retrouvé, Proust revient sur cette scène inaugurale. Il évoque « La nuit peut être la plus douce et la plus triste de ma vie, où j'avais, hélas, obtenu de mes parents une première abdication, d'où je pouvais faire dater le déclin de ma santé et de mon vouloir. Puis, quelques pages avant la fin de la recherche, c'était de cette soirée où ma mère avait abdiqué que datait, avec la mort de ma grand-mère, le déclin de ma volonté, de ma santé. » André Green, quand il travaille cette scène, remarque que le père est oublié. Oubli qui signale que pour Proust, le rapport préférentiel est le rapport mère-grand-mère. Ce renoncement de la mère à le faire renoncer à elle est bel et bien une abdication, comme Proust ne cesse de le répéter, puisqu'il fait cesser le pouvoir souverain de l'interdit de l'inceste, auquel le narrateur était jusque-là assujetti. Cet interdit avait en effet auparavant dominé pour la mère, dans un pacte tacite qui la liait à son mari. La concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation, en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçait mon père, qui trouvait ces rites absurdes, et elle eût voulu m'en faire perdre le besoin, l'habitude. Or, ce soir-là, ce fameux soir, la réaction du père fait passer le narrateur du statut d'enfant rebelle à celui beaucoup plus délétère d'enfant nerveux. Un enfant dont l'attachement à la mère ne relève plus d'un désir interdit, mais d'une maladie inguérissable. Ainsi, pour la première fois, ma tristesse n'était plus considérée comme une faute punissable, mais comme un mal involontaire qu'on venait de reconnaître officiellement comme un état nerveux dont je n'étais pas responsable. Et je vous rappelle que le père est médecin. En abdiquant ainsi, la mère accepte qu'ils s'appartiennent pour toujours, ce qui a pour effet de tuer chez le narrateur toute volonté, toute créativité. Dans Contre Sainte-Beuve, le narrateur suit les méandres d'un de ses rêves et s'écrie « Mais alors, si je suis dans cette chambre et convalescent, maman couche près de moi ?» Être malade, c'est pour Proust à la fois s'assurer de la pleine possession de maman, mais aussi ne pas pouvoir en jouir, puisqu'on est malade. La maladie proustienne est à la fois ce qui permet le rapprochement incestueux et ce qui le punit. C'est en tout cas au moment où il est absous. Ma tristesse n'était plus considérée comme une faute punissable, mais comme un mal involontaire, que le narrateur se sent irrémédiablement coupable. Le caractère incestueux de son désir lui est comme dévoilé par la permissivité paternelle, et le rapprocher avec la mère, maman passa cette nuit-là dans ma chambre, a le parfum délétère de la profanation. Certes, le beau visage de ma mère brillait encore de jeunesse, ce soir-là où elle me tenait si doucement les mains et cherchait à arrêter mes larmes. Mais justement, il me semblait que cela n'aurait pas dû être. Sa colère eût été moins triste pour moi que cette douceur nouvelle que n'avait pas connue mon enfance. Il me semblait que je venais, d'une main impie et secrète, de tracer dans son âme une première ride et d'y faire apparaître un premier cheveu blanc. Il faudra d'ailleurs, et c'est le 5e tableau, la lecture de François Le Champy, avec le refoulé de toute sa thématique incestueuse. Quand c'était maman qui me lisait, à haute voix, elle passait toutes les scènes d'amour, pour que les sanglots du narrateur se calment et que le sommeil puisse advenir. Le thème de la profanation de la mère, thème passionnant et récurrent dans l'ensemble de l'œuvre de Proust, trouve là son origine romanesque. Ce thème trouve, dans les profanations rituelles de la scène de Montjouvin, une sorte de représentation inversée, puisque le couple saphique y profane le portrait du père de mademoiselle Vinteuil. À propos de Vinteuil, la mère du narrateur s'était écriée « Pauvre Vinteuil, il a vécu et il est mort pour sa fille, sans avoir reçu son salaire. Le recevra-t-il et sous quelle forme? Il ne pourrait lui venir que d'elle. » Cela avait paru énigmatique au narrateur.
mais après avoir vu le crachat sur le portrait du père et avoir pu constater son efficace érotique sur mademoiselle Vinteuil, il se fait à lui-même cette réflexion. Je savais maintenant, pour toutes les souffrances que pendant toute sa vie M. Vinteuil avait supportées à cause de sa fille, ce qu'après sa mort, il avait reçu d'elle en salaire. On peut bien sûr penser que c'est en grande partie son homosexualité qui apparaît à Proust comme une profanation de sa mère, une nouvelle qui pourrait la tuer. Mais on ne peut s'arrêter à ce seul niveau de compréhension. Les premières nouvelles de Proust, que ce soit Violante ou La mondanité, ou La confession d'une jeune fille, toutes ces nouvelles qui sont regroupées dans Les plaisirs et les jours, mettent en scène une jeune héroïne dont le premier orgasme vient tuer la mère. Dans ces nouvelles de jeunesse comme dans La recherche, la profanation de la mère est à la fois l'ultime tentative du sujet pour créer un espace de jouissance qui échappe à la mère et le pied de nez qui signe et attaque le fait qu'il soit impossible de jouir sans elle. Vous savez sans doute que Proust avait donné au bordel homosexuel dans lequel il avait coutume d'aller les fauteuils et canapés de sa mère. La profanation, au lieu de la jouissance, inverse la scène originaire. Le parent y assiste à une scène sexuelle entre enfants et, comme Michel Schneider le note, regarde ceux qui ne le regardent pas, la sexualité de son enfant. Cette intrusion du parent dans la sexualité et l'intimité de l'enfant se métaphorise dans La recherche par la cloison qui sépare sa chambre de celle de sa grand-mère puis de sa mère à Balbec. Cette cloison n'est pas tant une séparation qu'un point de réunion. Elle est, je cite, une diaphanéité musicale, c'est-à-dire un voile qui ne cache rien et dont la transparence fait que ce qui s'y donne à entendre s'y donne aussi à voir. Mais la scène du coucher à Combray suffit-elle à expliquer le destin du narrateur? Cette scène n'est-elle pas un souvenir écran, conférant à la déréliction à la fois une origine et une cause? Sans doute faut-il s'interroger davantage sur le rôle qui jouent les trois personnages qui la composent. René Roussillon rappelle que l'instauration du tiers et rival oedipien est l'un des organisateurs fondamentaux de la conflictualité intrapsychique telle qu'elle s'organise dans le fantasme de scène primitive. Je le cite. L'autre de l'objet, le tiers, ou celui qui est en position tierce, est un rival qui prive de la présence de l'objet, qui est cause de son absence, et qui, comme tel, mobilisera un mouvement hostile, en même temps que le constat ou la perception du fait que l'absence ici est présence ailleurs, et cette constatation assure et protège de la crainte de la perte de l'objet, et en ce sens, le tiers rassure, il soutient la continuité de l'objet, sa permanence. C'est dans cette direction que le concept de scène primitive tendra à s'organiser comme conteneur des conflictualités intrapsychiques. L'enfant dans la relation avec sa mère est donc amené à relier l'absence de sa mère à la présence du père. La mère n'est absente auprès de lui que parce qu'elle est présente auprès du père, ce qui a comme conséquence directe de faire qu'une séparation cesse d'être une disparition radicale. C'est ainsi que la fonction paternelle se définit, selon Paul-Laurent Assoun, comme une fonction de séparation non pas de la mère, mais de l'objet même de la séparation dont l'autre maternel était. Or, dans la scène du coucher à Combray, le désinvestissement, aussi bien paternel que maternel, empêche l'angoisse de séparation de se trouver prise dans un scénario oedipien qui pourrait la circonscrire et lui donner un caractère structurant. Proust écrit au contraire « C'était de cette soirée où ma mère avait abdiqué que datait, avec la mort de ma grand-mère, le déclin de ma volonté, de ma santé. » Le quasi-lapsus de Proust, qui assigne à la mère l'abdication, là où elle semble, au regard du contenu manifeste de la scène, être le fait de la figure paternelle, qui autorise la mère à aller dormir avec l'enfant, est révélateur de l'échec du père à occuper le centre du tableau. Le père du narrateur y apparaît comme une figure aux injonctions paradoxales. Il réunit la mère et l'enfant dans un geste qui le fait pourtant ressembler à Abraham séparant Sarah de son fils Isaac. Mais si le geste
du père échouent à faire sens, c'est parce que ces dictates sont en fait le signe de son désintérêt. Allons, bonsoir, moi qui ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher. L'identification du narrateur à son père achoppe sur le fait que ce père ne puisse le reconnaître comme l'un des siens. Le narrateur se trouve alors assigné aux côtés de la mère, le monde des nerveux. Mais il y rencontre une mère triste, qui menace de fondre en larmes comme son fils. Et alors je vis maman, qui jamais ne se laissait aller à aucun attendrissement avec moi, être tout d'un coup gagnée par le mien et essayer de retenir une envie de pleurer. La mère se tourne alors vers les livres offerts par la grand-mère, objet transitionnel qui circule entre elle et l'enfant, livre qui la renvoie en réalité à sa propre mère, à elle. Ce baiser dont il échoue à éprouver le bénéfice, parce que sa mère s'en va trop vite ou parce qu'elle est fâchée par l'avidité de sa demande, le narrateur le voit par contre s'accomplir de manière idéale quand sa mère demande à sa grand-mère, qui souffre dans son agonie, dans le côté de Guermantes, la permission de l'embrasser. Et, penchée sur le lit, les jambes fléchissantes, à demi agenouillée, comme si à force d'humilité, elle avait plus de chances de faire exaucer le don passionné d'elle-même, elle inclinait vers ma grand-mère toute sa vie dans son visage, comme dans un ciboire qu'elle lui tendait, décoré en relief de fossettes et de plissements si passionnés, si désolés et si doux, qu'on ne savait pas s'ils y étaient creusés par le ciseau d'un baiser, d'un sanglot ou d'un sourire. Marcel assiste là à un baiser sans retenue, une communion totale dont il n'est que le spectateur. Amour réciproque et parfait que celui de sa mère et sa grand-mère, à l'image de la passion de Madame Sévigné pour sa fille. Amour dont les lettres de Madame de Sévigné, que la grand-mère ne cesse de relire et qu'elle met au-dessus de tout, sont le bouleversant témoignage. Or, cet amour prend chez la mère du narrateur toute sa dimension dans le temps du deuil. Le souvenir de ma grand-mère installé en ma mère comme une idée fixe. Le narrateur observe cet amour sur le visage de sa mère, dont le rire, depuis qu'elle a perdu sa propre mère, s'interrompt en un rictus de douleur. Soit par le remords d'avoir pu un instant oublier, soit par la recrudescence dont cet oubli si bref avait ravivé encore sa cruelle préoccupation. On retrouve le terme. La leçon que le narrateur en retient est amère. Si sa mère, à lui, est l'objet de ce qu'il nomme sa cruelle préoccupation, il n'est pas, lui, l'objet de la cruelle préoccupation de sa mère. L'angoisse de séparation semble donc se fonder dans la recherche sur cette incapacité à combler sa mère, c'est-à-dire à occuper une place à l'intérieur de cet amour sphérique entre mère et fille, dont les lettres de Sévigné sont à la fois le blason et l'emblème. Les figures maternelles et grand-maternelles se fondent d'ailleurs pour dessiner les contours d'un être aimant qui toujours échappe. Ainsi, à Combray, le visage un instant fâché de la mère suffit à défaire le bienfait de son baiser. Or, la voir fâchée détruisait tout le calme qu'elle m'avait apporté un instant avant, quand elle avait penché vers mon lit sa figure aimante et me l'avait tendue comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. Comme Proust le lui fait remarquer dans une lettre, sa mère semble toujours se consacrer davantage à un autre qu'à lui. Il écrit à sa mère « Si je pouvais t'embrasser sans te parler, cela me ferait tant de plaisir. Alors viens vite, avant l'extinction des feux. Ne viens pas, puisqu'hélas on a déjà sonné et que tu t'es précipité vers ma tante avec une ardeur que je ne t'ai jamais excitée. » Être le seul objet de l'amour maternel, voilà bien un vœu oedipien, mais qui achoppe sur une absence, un regard tourné vers ailleurs, une tristesse insondable. Il en va de même dans la recherche. La jalousie oedipienne, ne pas être le préféré de maman, échoue à se constituer face à ce qui, aussi bien chez la mère que chez la grand-mère, semble relever d'une préoccupation mélancolique. Lorsqu'il est à Doncières, le narrateur appelle sa grand-mère au téléphone parce qu'il ne peut pas se passer d'elle. Mais c'est pour réaliser alors qu'elle ne se soucie aucunement de lui. Était-ce d'ailleurs uniquement la voix
qui, parce qu'elle était seule, me donnait cette impression nouvelle qui me déchirait? Non pas. Mais plutôt que cette voix était comme un symbole, une évocation, un effet direct d'un autre isolement, celui de ma grand-mère, pour la première fois séparée de moi. Présence réelle que cette voix si proche, dans la séparation effective, mais anticipation aussi d'une séparation éternelle. Pour le narrateur, la séparation évoque la mort et ses fantômes, quand la présence est chargée ainsi d'absence. Le narrateur d'À la recherche du temps perdu est donc plus que quiconque convaincu du caractère illusoire de l'amour et de l'unité duelle qu'il pourrait créer. Et pourtant, le jeune Marcel d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs rêve de s'unir aux jeunes filles qu'il voit tout au long de son voyage vers Balbec. Ainsi, une paysanne portant une jarre de lait crée chez lui le goût d'un certain bonheur, aux accents de fusion, d'où sortir maintenant eût été comme mourir à moi-même. Quitter la jeune paysanne à peine entrevue, c'est donc d'emblée mourir à soi-même, car l'amour est chez Proust une union en une seule entité de deux corps et de deux esprits, sur le modèle de l'androgyne platonicien. De la même manière, quand l'une des jeunes filles de la bande à Balbec devient l'objet du désir du narrateur, ce désir est désir de la rencontre entre une terre asséchée et l'eau bienfaisante. Je savais que je ne posséderais pas cette jeune cycliste si je ne possédais pas aussi ce qu'il y avait dans ses yeux. Venait en moi de succéder à la satiété la soif, pareille à celle dont brûle une terre altérée, d'une vie que mon âme, parce qu'elle n'en avait jamais jusqu'ici reçu une seule goutte, absorberait d'autant plus avidement à longs traits dans une plus parfaite imbibition. L'union amoureuse est imaginée comme fusion des contraires, puisque c'est la différence qui à la fois entrave et entraîne le désir. Mais elle épouse également les contours de la rêverie de l'androgyne, dans la métaphore d'une union aussi nécessaire aux deux parties que l'eau l'est à la terre. Mais au-delà, ou plutôt en deçà, du désir, l'oralité perce dans cette soif, et la recherche d'un étayage affleure dans cette volonté d'union. La quête de l'objet du besoin est récurrente chez le narrateur. Arrivé à Balbec, il ne peut trouver le sommeil dans sa chambre d'hôtel qu'il ne connaît pas et dans laquelle il se retrouve seul, séparé de sa grand-mère par un épais mur. N'ayant plus d'univers, plus de chambre, plus de corps que menacé par les ennemis qui m'entouraient, qu'envahi jusque dans les os par la fièvre, j'étais seule, j'avais envie de mourir. Alors ma grand-mère entra, et à l'expansion de mon cœur refoulé s'ouvrirent des espaces infinis. Dans cette scène, la grand-mère apparaît comme l'objet complémentaire qui vient rétablir une unité originelle que la séparation avait brisée, en livrant le sujet à la déréliction et au néant. Je savais, quand j'étais avec ma grand-mère, que tout ce qui était mien, mes soucis, mon vouloir, serait en ma grand-mère, étayé sur un désir de conservation et d'accroissement de ma propre vie, autrement fort que celui que j'avais en moi-même. Et mes pensées se prolongeaient en elle sans subir de déviation, parce qu'elles passaient de mon esprit dans le sien, sans changer de milieu, de personne. Le couple ainsi formé n'est plus celui de la fusion amoureuse sensuelle, mais bien davantage celui de la mère suffisamment bonne et du nourrisson, le païdométer, réalisant l'accordage parfait de deux êtres en un seul. La grand-mère suffisamment bonne semble être ici un prolongement du moi du narrateur. Elle est à la fois moi et plus que moi, le contenant qui est plus que le contenu et me l'apportait. Entre contenant et contenu, toute séparation est alors proscrite. Or, François Richard note avec justesse que l'orgasme, cette éprouvée pubertaire génitale, rencontrée par le narrateur lors de la masturbation dans le petit cabinet, telle qu'elle est relatée dans Contre Sainte-Beuve, introduit, là je cite François Richard, un sentiment de séparation radicale au moment même où elle procure un plaisir jusqu'alors inconnu. L'orgasme solitaire sépare radicalement le narrateur de cette mère-grand-mère que l'inceste interdit désormais d'être toujours et encore la mère de l'unité duelle. Et pourtant, envers et contre tout,
Proust cherche à retrouver une complétude avec l'objet du besoin, alors même que cette complétude s'est définitivement abolie dans la découverte du plaisir sexuel. L'unité est définitivement perdue, ce dont les échecs amoureux viendront témoigner, mais la nostalgie des temps immémoriaux, ceux du sommeil et du rêve, demeure. Finalement, seul le sommeil se révèle à même d'apporter au narrateur cette abolition des frontières, cet état de non-séparation avec le monde. Lui qui ne peut jamais dormir, dès la première page de la recherche, le sommeil confond le sujet et l'objet, le lecteur et le livre. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Le sommeil nous arrache au temps en nous replongeant dans la mer MER, mais l'assonance évidemment est troublante. S'il est vrai que la mer ait été autrefois notre milieu vital où il faille replonger notre sang pour retrouver nos forces, il en est de même de l'oubli du néant mental. On semble alors absent du temps pendant quelques heures. À Balbec, comme dans les marines d'Elstir, il arrive au narrateur de ne plus pouvoir distinguer la mer de la terre. Parfois, à ma fenêtre, dans l'hôtel de Balbec, il m'était arrivé, grâce à un effet du soleil, de prendre une partie plus sombre de la mer pour une côte éloignée, ou de regarder avec joie une zone bleue et fluide, sans savoir si elle appartenait à la terre ou au ciel. Bien vite, mon intelligence rétablissait entre les éléments la séparation que mon impression avait abolie. Le sentiment océanique de fusion avec les éléments est prégnant. Dans ces éprouvés de réunion de la mer et de la terre, ces deux éléments que Dieu a séparés dans la Genèse. Proust, qui a inversé dans sa vie le jour et la nuit, n'était-il pas à la recherche de cet en-deçà de toute indifférenciation, propre au début du monde comme au début de la vie? Son œuvre, en tout cas, en accomplissant le trajet régrédient qui mène du temps perdu au temps retrouvé, constitue une tentative pour s'élever contre la séparation que le déroulement du temps induit nécessairement, en créant une écriture circulaire qui l'abolisse pour mêler indissociablement passé et présent dans le tissu du texte. Dans À la recherche du temps perdu, Proust rend à nouveau présent un passé pourtant aboli. Sa quête se fonde sur un refus du temps comme disjonction entre soi et soi-même et sur la conviction d'une puissance hallucinatoire du mot qui permet la coalescence entre ce qui n'est plus, ce qui est et ce qui sera. Cette conviction est caractéristique de la pensée magique du narcissisme primaire, dans lequel la réalisation hallucinatoire de désir prévaut sur la prise en compte de la réalité. Mais chez Proust, et c'est ce qui fait sa singularité, parce que cette pensée magique existe évidemment chez tous les artistes, mais chez Proust, la réalisation hallucinatoire de désir dans et par l'écriture se fonde sur ce qui la rend nécessaire et l'invalide tout à la fois, ce qui en un mot en constitue le tragique, à savoir le temps et l'espace comme vecteurs de séparation et de mort. À Doncières, le narrateur est écrasé par la présence de la colline qu'il voit de sa fenêtre, car elle lui rend perceptible l'absence de ceux qui sont à Paris ou à Balbec. La conscience que la colline était là, plus réelle par conséquent, même quand je ne la voyais pas, que l'hôtel de Balbec, que notre maison de Paris auquel je pensais comme à des absents, comme à des morts, c'est-à-dire sans plus guère croire à leur existence. L'écriture est donc une ultime tentative, un mouvement de réunion par-delà la séparation, mais ce mouvement est d'autant plus violent qu'il s'origine dans la conscience d'une irrémédiable et définitive séparation. Certes, la mémoire involontaire réalise dans l'œuvre le miracle du temps retrouvé, dans cette absolue coïncidence du présent et du passé, dans cette réunion qui garantit la continuité d'être au-delà de toute séparation. L'épisode si célèbre de la Madeleine, celui qui permet au roman de commencer, place le style proustien sous l'égide du principe de plaisir.
ce principe qui fait fi de la marche du temps et qui se rit de sa force de destruction. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Ce plaisir insolite ouvre les portes d'un monde nouveau, dans lequel la toute-puissance va de pair avec un sentiment d'immortalité. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. Par le miracle d'une analogie, le temps s'abolit et le monde de l'enfance se déploie, tel qu'il était, de ma tasse de thé. Le style proustien part à la recherche de l'essence des choses et des êtres, par-delà leur existence temporelle. Cette idée d'un style-substance, restituant par la seule vertu de son haut degré de fusion l'unité matérielle des choses, écrit Gérard Genette, qui note que la recherche réalise une expérience qui n'est pas sans analogie avec les grands mythes judéo-chrétiens. Puisque cette expérience nous mène du paradis perdu de Combray à l'extase finale de la réminiscence, contemplation fugitive de l'éternité, en passant par la chute dans le temps et la longue promesse du salut dans et par la littérature. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. Mais si la littérature prévaut sur la vie, c'est parce qu'elle seule permet le trajet régrédient qui mène au monde de la toute-puissance infantile. La magie de l'œuvre réside donc dans ce sentiment d'unité retrouvé par-delà des séparations qui pourtant résonnaient comme indépassables. C'est vrai, le monde de la recherche, monde structuré par l'opposition entre le côté de Swann et le côté de Guermantes, apparaît finalement dans le temps retrouvé comme un monde interlope, fluctuant, à l'image du Salon des Verdurins qui maintenant accueille tout le faubourg Saint-Germain. Mademoiselle de Saint-Loup, fille d'une Swann et d'un Guermantes, est le symbole vivant d'une telle confluence. Privilège du souvenir ou de la rêverie, mais aussi et surtout ubiquité souveraine du récit par lequel les lieux se dématérialisent en glissant les uns sur les autres. Écrit encore Gérard Genette, qui considère qu'à la recherche du temps perdu réalise ainsi un palimpseste du temps et de l'espace. La quête de l'unité, cette unité des lieux, des temps et peut-être surtout des êtres, est centrale dans une œuvre qui préfère les signes de l'art à tous les autres, car ces signes réalisent l'unité d'un signe immatériel et d'un sens tout spirituel. N'est-ce pas là, en effet, ce qui sous-tend la pensée magique, le désir d'une totalité qui abolisse les distinctions et qui fait se rejoindre en une seule entité le sujet et l'objet de son désir? Certes, mais à la fin de la recherche, le bal chez les Guermantes donne au contraire l'occasion au narrateur de constater que la séparation la plus radicale s'effectue d'abord à l'intérieur du sujet lui-même. Le temps, qui transforme les corps au point de les rendre méconnaissables, dans cette scène invraisemblable qu'est le dernier bal chez les Guermantes, nous sépare irréductiblement de nous-mêmes. La vieillesse agit comme une puissance de mort, qui abolit l'être passé sous l'être présent. Le sujet est absent à lui-même. Il ne se reconnaît plus. Ainsi, le temps est l'ennemi à la fois de l'homme et de l'écriture, car sa force d'oubli et de corruption interdit toute continuité d'être. Finalement, dans la vie comme dans l'œuvre, c'est le temps, vecteur de séparation et de mort, qui arrête la pensée magique dans son œuvre unitaire. De ce point de vue, le bal des Guermantes du temps retrouvé fait aussi faire au lecteur une curieuse expérience temporelle. Juste avant d'entrer dans le salon Guermantes, le narrateur conçoit le projet d'une œuvre que le lecteur est pourtant en train de terminer. Cette boucle destitue complètement le temps de sa linéarité chronologique au profit d'une temporalité en spirale, sans doute plus proche des processus psychiques que l'approche développementale qui échoue à en rendre compte, mais quand même.
Le temps s'y abolit dans une circularité vertigineuse, à l'instar de ce qui se produit, comme le note André Green, lors de l'irruption de la mémoire involontaire. André Green écrit « La coexistence des moments actuels et éloignés, ce n'est pas le retour du passé, comme on le dit. C'est cette espèce de coalescence qui fait justement que la vie psychique ne peut être conçue que dans l'espace qui lui est propre, c'est-à-dire hors le temps. Ce qui ignore le temps, c'est ainsi que Freud définit l'inconscient. On est donc en pleine pensée magique, dans la fusion des temps et des lieux que réalise le temps retrouvé. Et pourtant, au même moment, le narrateur découvre sur les visages connus du salon Guermantes les ravages du temps. Ce temps, alors même qu'il vient d'être aboli, reprend ses droits, qui sont ceux de la mort, de l'absence éternelle aux autres et à soi-même. Et pour le lecteur, qui vient de lire 3000 et quelques pages, force est de constater que le temps a passé aussi pour lui depuis qu'il a commencé la recherche. Du temps perdu au temps retrouvé, la ligne est brisée par la mort. À la recherche du temps perdu ne peut pas effacer la douleur qui lui préexiste et qui l'informe, la douleur de la séparation, douleur de la mère qui quitte l'enfant. Bien au contraire. Cette douleur de la séparation, première expérience de la mort dans la vie, impulse à l'œuvre un mouvement régrédiant de recherche de ce qui n'a jamais été, ni ne sera jamais, à savoir l'unité retrouvée avec la mère amante morte à présent et dont l'œuvre est le tombeau. Merci. Merci beaucoup Isée, merci de cette vision convaincante, très dense, donc à peut-être discuter bout par bout, parce qu'il faut décondenser, dédensifier ce qui nous a été dit. Merci beaucoup, charmante, lyrique, prosodique. C'est vraiment formidable, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'attention que je vois là dans le regard des différents spectateurs témoigne d'un assentiment à ce que je dis, même s'ils ne disent pas grand-chose. Alors, nous avons pris l'habitude à Babel de ne pas faire comme dans les autres conférences, c'est-à-dire de ne pas infliger à l'audience une discussion qui donnerait son point de vue sur ce qui a été dit, qui le compléterait ou qui donnerait plein de compliments. À Babel, comme à Babylone, il est question de se disputer, d'être en désaccord, pour mieux ensuite boire un verre. Et donc la parole est à la salle. Tous les proustiens, les proustologues de cette salle ont sûrement leur petit Marcel, leur éternel jeune homme. Est-ce qu'ils trouvent un accord avec la façon dont Isée raconte le sien ? Est-ce que les garçons ont une vision différente de cette vision forcément féminine des relations mère-fils ? Ça, c'est un petit plaisir que je me donne parce qu'à chaque fois qu'on parle des relations mère-fille, on me dit que je suis un garçon et donc je ne peux pas savoir. Donc là, nous sommes en train de nous questionner sur une relation mère-fils singulière. Alors, qui souhaite intervenir ? Bon, alors je vais vous infliger quelques points de discussion qui vont vous laisser probablement le temps de réagir. Je répète que l'exposé de Isée a été particulièrement convaincant et que je partage beaucoup de choses de ce qui a été dit. Il y a deux, trois points minimes apparemment, mais qui vont me permettre de commencer avant que d'arriver à un point de discussion plus important. Je crois que c'est important à la fois pour ce qui concerne Proust et pour ce qui concerne la clinique en général. Ça n'a pas été dit, mais ce n'était pas forcément dans le fil de la pensée d'Isée. Elle a dit plein d'autres choses. Elle n'a pas pris ce fil-là. Je crois qu'il faut bien comprendre la problématique oedipienne en faisant référence évidemment aux deux parents, au triangle, et pas simplement dans une relation duelle.
et que oui, la position du père, la distance qu'il adopte vis-à-vis de son fils ou vis-à-vis de sa femme, la distance qu'il adopte et qui n'est pas la même d'un moment à l'autre dans la recherche, est très importante pour comprendre pourquoi ces deux-là, la mère et le fils, vont se vivre inséparables ou vont s'embourber dans la cruauté, la toxicité, la profanation édipienne. Alors dans la réalité, si tant est qu'on puisse la voir, mais il y a quand même beaucoup de biographies, en particulier celle de Pinter et celle de Pechnar sur la vie de Proust, il est clair que les dés sont pipés, comme souvent pour l'adolescent quand il s'interroge sur le commerce de ses parents dans cette chambre au fond du couloir. C'est-à-dire que ces deux-là ont une relation conjugale un peu complexe, un peu particulière, et que oui, le père dit dans ce début de texte, va donc dormir avec lui puisque toi tu n'as pas sommeil. Et il va réitérer cette phrase en l'agrémentant à chaque fois d'un rajout, mais va donc lui faire un baiser, nous ne sommes pas des bourreaux. Bon, tu vois bien que ce petit a du chagrin. Donc c'est lui qui rajoute à chaque fois. Et puis dans la recherche, il y a deux passages où le duc de Guermantes laisse entendre qu'il n'a pas accès au lit de sa femme. Ça, c'est un point essentiel, en particulier lorsque Swann vient offrir à la duchesse de Guermantes les fameux tableaux de Malte. Le duc de Guermantes laisse entendre que si jamais ces tableaux doivent être mis dans ta chambre, je n'aurai pas l'occasion de les voir. Et de la même manière, à un autre moment, je ne sais plus qui, c'est M. Norpois qui dit de sa femme, ma femme a un très beau Cézanne dans sa chambre, mais je n'ai pas l'occasion de le voir. Bref, la conjugalité de ces deux-là est tout à fait particulière. Alors on sait que M. Adrien Proust, professeur de médecine, d'hygiène, de santé publique, pas n'importe quel professeur de médecine, qui est mort dans les toilettes du 12 rue de l'école de médecine à l'Odéon, d'un accident vasculaire cérébral, professeur d'hygiène de santé publique, avait une vie relativement dissolue et probablement peu de relations conjugales avec sa femme, avec Madame Veil. Donc cette distance consentie entre les deux a laissé probablement à favoriser d'autant plus la possibilité pour ce garçon de s'attacher éperdument à cette mère qui était elle-même dans une certaine détresse, dans une certaine dépression par rapport aux attitudes peu hygiéniques de son mari. Ce mari qui envisageait, alors j'en viens au deuxième point, ça c'est Michel Schneider qui l'a beaucoup développé, je vous renvoie à son bouquin. Je pense qu'on peut accréditer sa thèse qui est celle où que la mère, le père, tout le monde sait que le petit Marcel est très rapidement homosexuel. Ça, c'est vraiment un secret de polichinelle. Michel Schneider dit à de nombreuses reprises cette fameuse phrase que la mère dit à son fils « fais comme si je ne le savais pas ». Bon, le père lui-même est très au courant de tout ça. Il va payer des fortunes pour arrêter cette fâcheuse manie masturbatoire compulsive et de fréquentation des bordels de son enfant. Et ce professeur d'hygiène a comme ambition de redresser ce fils, d'en faire un homme viril à l'image de Robert le fils, qui lui-même deviendra professeur de médecine. Bon. Et je me rappelle d'une anecdote qui m'avait beaucoup frappé, c'est que parce qu'il y a un apparentement à faire entre la maladie asthmatique, la masturbation compulsive et l'homosexualité du petit Proust. Et lorsque ce petit Proust avait des crises d'asthme suffocantes après une activité autoérotique intense, le père ne savait pas quoi faire pour juguler ces crises d'asthme, et la seule chose qu'il avait trouvée, c'est de prendre ses volumineux livres de médecine, de lui mettre dans le dos pour le tenir droit, pour qu'il ne s'étouffe pas. Il était vraiment désemparé face aux manifestations qu'il qualifiait lui-même d'hystériques de son fils dans un article qu'il a commis sur l'Académie, où c'est un portrait de son fils à l'Académie de médecine. Ce père savait cette homosexualité, cette mère savait cette homosexualité. Ce secret est un secret de polychynie. Bon. Troisième petit élément avant d'en venir à la discussion sur un point. Tu as évoqué cette fameuse... alors toute la recherche est pleine évidemment de métaphores, de métaphores, de métaphores. Tu as choisi celle de la gravure de Abraham et Isaac qui allait dans le sens de la question édipienne.
c'est une gravure évidemment universelle, mythologique, mais un peu au début en tout cas dans la tradition biblique juive. Et oui, c'est le moment central de la séparation perpétrée par le père, de la coupure du lien avec un enfant qui plus est issu d'une mère qui a accouché de cet enfant à 80 ans, c'est-à-dire qu'elle a quand même beaucoup maturé, la petite Sarah, avant que de donner cet enfant à Abraham. Cette figuration de la façon dont c'est Jean-Pierre Winter qui disait ça. Jean-Pierre Winter est un lacanien, il disait que le temps perdu, c'était le temps dû au père. C'est un jeu de mots qui peut paraître facile, mais qui n'est pas tout à fait faux, c'est-à-dire il y a un appel, une quête désespérée auprès du père pour qu'il coupe ce lien, et ce père ne répond pas et est désemparé face à cet enfant qui ne lui ressemble pas. Il ne lui ressemble pas pour tout un tas de raisons, et en particulier par rapport à la question de la judéité. Puisque juste après la scène du tableau avec Abraham et Isaac, il y a la fameuse scène du tableau qui cette fois est dans le salon, et qui, alors c'est une histoire un peu compliquée, c'est une gravure qui rapporte la relation compliquée entre Esther et Assuérus. Assuérus, c'est le nom babylonien du roi, mais en fait, dans la tradition juive, on l'appelle Aman, et Proust, dans toute la recherche, l'appelle Aman. Bon, Aman, c'est un roi babylonien qui a voulu déporter déjà à cette époque-là le peuple juif, et qui, le peuple juif, n'a connu son salut que grâce à la beauté d'Esther. Esther, qui était une fille juive, et que Assuérus, Aman, a volé, violé, violenté, etc. Donc c'est ce tableau qui figurait dans le salon des Proust et que le petit Marcel contemplait de manière itérative, c'est-à-dire une espèce de métaphore d'une histoire de violence, de viol. Et je crois que de la même manière que la question de l'inversion était absolument permanente et connue dans la tête de tout le monde, la grande question de la judéité de Marcel par sa mère et non par son père était aussi au centre de ses préoccupations. Et s'il en veut une preuve, parce que là ça mériterait beaucoup de développement, mais il y a quand même dans le Contre Sainte-Beuve le fameux texte où l'inversion et la judéité sont mis en parallèle, exactement en parallèle, et que cette préoccupation dangereuse, ce qu'avait Proust dans sa tête, était à la fois la question de l'homosexualité et de la judéité qu'il fallait masquer tout en faisant en sorte que tout le monde le sache. Donc il y a un parallèle entre les deux. Bon. Alors voilà les trois petits points. Ensuite, on en vient à... bon. Je crois d'abord qu'il faut... on sait que le texte n'a pas été écrit par un enfant de 4 ans, 5 ans, ni même un adolescent. À Babel, nous avons appris à nous méfier des auteurs qui racontent leur vie, en particulier leur enfance et leur adolescence. À part, et encore, Rimbaud et Lautréamont, personne n'a écrit du vivant de son adolescence ce qui a pu se jouer. Donc ce qui a été écrit là, c'est par un homme de 40 ans, en crise de milieu de vie, un petit peu avant, et qui raconte l'histoire de son enfance. Bon. Et donc il n'y est pas dans cette histoire de son enfance. Il la romance, il la magnifie, et puis de toute façon il en parle avec les cartes de sa sexualité actuelle, pas avec les cartes de la sexualité de l'enfance. Ce sur quoi j'insiste, c'est que la recherche n'est pas un manuscrit qui nous dirait, il n'y en a pas je crois, qui nous dirait ce qu'est la sexualité infantile. Pas du tout. C'est l'histoire d'un homme de 30 ans qui raconte ce qu'il croit être la sexualité infantile. Ce qui n'est pas la même chose. Aussi, on voit à chaque fois qu'il évoque les relations avec sa mère, il y a quelque chose qui est assez effarant, c'est que ce texte qui est magnifique, d'un point de vue poétique, lyrique, est aussi totalement perverti, contaminé par la sexualité. On pourrait reprendre beaucoup de phrases de La Recherche du temps perdu qui sont des phrases magnifiques de poésie, mais dont on perçoit très rapidement de manière, en dessous, la cruauté d'une reviviscence archaïque, d'une sexualité
problématique. Et c'est ce qui fait à la fois la beauté et la limite de la recherche. Donc ce dont il parle, c'est de son angoisse de séparation. Aujourd'hui, à 30, 35, 40 ans, pas véritablement de l'angoisse de séparation quand il était enfant. Et sa préoccupation douloureuse est une préoccupation qui me semble devoir entendre de la manière suivante, c'est-à-dire que cette angoisse de séparation s'est déjà associée, contaminée avec les aménagements pervers. Ce dont il parle, c'est pas le témoignage d'un enfant qui nous témoignerait de l'angoisse de séparation avec sa mère. Ce dont il parle, c'est, me semble-t-il, un adulte qui raconte une angoisse de séparation dont il ne peut pas défaire dans cette façon de la raconter de sa sexualité adulte. C'est là sa préoccupation douloureuse. Et quel est le problème de cette sexualité adulte? C'est les auto-érotismes, c'est la masturbation compulsive, qui fait qu'il a trouvé une parade à l'angoisse de séparation, qui est celle de la jouissance perverse. Et alors on en revient à ce que tu as formidablement développé, c'est qu'en effet, le gros problème avec maman qui est dans l'abnégation et qui satisfait son désir de baiser, c'est qu'elle embrasse quelqu'un qui est pourri par les répugnances oedipiennes, pour parler comme Rimbaud, qui est déjà lui-même confronté à ses auto-érotismes où il fantasme un certain nombre de choses. Bref, ce qui serait important de savoir, c'est à quoi pense Proust lorsqu'il attend sa mère qui vient l'embrasser. Et pourquoi ne supporte-t-il pas à ce point qu'elle l'embrasse, c'est-à-dire qu'elle embrasse ses idées perverses qu'il a en lui. Ce que nous aimerions tous savoir, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre qu'il a glissée sous la porte à sa mère, de quoi lui parlait-il. Alors quelles sont ces pensées perverses qui ont contaminé son corps et son esprit et qui fait que la mère tendre ne peut plus l'embrasser innocemment, que son baiser tendre va se pourrir par le contact avec ces pensées perverses? Bon, tu en as évoqué un certain nombre. Et là, c'est là où c'est quand même Babylone, le séminaire Babylone trouve un certain crédit, c'est-à-dire de croiser, d'articuler la vie et l'œuvre, c'est-à-dire que la vie de Marcel Proust est quand même aussi édifiante que son œuvre, si ce n'est plus. Tu as évoqué en particulier le bordel de Jupien dans la recherche et le bordel d'Albert Le Clusaz dans la réalité. Dans ce bordel, non seulement il a donné les canapés de tante Léonie, donc les canapés de sa mère, mais il semble qu'il se baladait avec les photos de sa mère. Et il semble qu'il avait les photos de sa mère et qu'il se livrait à un certain nombre de choses que la morale réprouve mais que l'art peut accepter, des choses extrêmement compliquées, en particulier avec des rats, où il était en train de figurer ni plus ni moins dans une cage, l'accouplement des deux rats qui sont des figures parentales, mais que ça ne le suffisait pas et qu'il fallait qu'il les piquât par des épingles de chapeau, tout en regardant le portrait en effet de sa mère, qui est une duplication du lesbianisme de Madame Vinteuil et de sa copine, et qui regarde le portrait du père et qui crache dessus. Donc il y a, je ne veux pas développer, il y a plein d'autres choses qui sont peu ragoûtantes, mais qui sont édifiantes. Il y a la nécessité, c'est là où je veux en venir, d'une certaine manière chez Proust, d'acter dans sa vie à venir les fantasmes pervers qui étaient les siens dans son enfance. Et quand un sujet obsessionnel, pour le dire vite comme ça, il n'est pas simplement ça bien sûr, mais quand un sujet obsessionnel ne peut pas contenir dans son esprit, malgré la prostification, c'est-à-dire toute l'œuvre, malgré la sublimation de ses pensées perverses en œuvre poétique, et il y arrive. Et quand ça ne suffit pas, quand les 5000 pages ne suffisent pas, quand il faut toutes les nuits sortir, aller dans les bordels pour aller acter dans la réalité ces fantasmes pervers, ça peut laisser entendre, en tout cas chez les patients, que ce qu'il essaye de convenir est évidemment pas une angoisse de castration, ni même une angoisse de séparation banale, mais des angoisses de néantisation, des craintes d'effondrement, des choses qui sont en deçà et qui sont bornées par
les angoisses de séparation telles qu'elles sont présentées. Si c'est le cas, c'est-à-dire si Marcel Proust n'arrive pas à romancer ses pensées perverses, avec juste un petit point, je pense qu'il n'y a pas de pensée artistique sans pensée perverse, donc il n'y a pas de jugement moral dans ce que je raconte. Je pense qu'il y a chez l'artiste un besoin impérieux de transformer ses pensées perverses vis-à-vis de ses parents pour tout un tas de raisons, surtout si l'un des deux parents laisse un écart entre les deux. Il y a un besoin impérieux de romancer ses pensées perverses pour essayer de les contenir. Si malgré les 5000 pages, il n'y arrive pas, s'il est obligé tous les soirs, je répète tous les soirs, d'acter ses pensées perverses pour s'apaiser, pour en jouir et ensuite retourner au turbin, au boulot, un peu comme Francis Bacon qui avait un peu la même façon de procéder, c'est que ça répond à des angoisses archaïques qui sont bien en deçà de l'angoisse de séparation, bien en deçà de l'angoisse de castration, qui sont des angoisses de néantisation, d'annihilation, des craintes d'effondrement, des terreurs sans nom, des aides, des désemparements, enfin bon, tous les termes des angoisses psychotiques. Bon. Alors, c'est là où je veux en venir, sur un point de discussion avec toi. Tu l'as dit d'ailleurs, mais tu as évoqué dans un premier temps le miracle absolu du retour du passé, et ensuite tu as, avec Green, me semble-t-il, nuancé ton propos en disant que c'était une illusion que de penser qu'il y avait une possibilité de retour du passé, donc de la non-séparation, et que ce qui revenait, c'était le hors-temps, c'est-à-dire l'inconscient, et que le temps perdu, c'est ça, c'est le hors-temps, c'est l'inconscient, c'est pas atemporel, c'est hors-temps. Bon. Lorsque ce hors-temps revient, et ça, il me semble que c'est important pour notre clinique, c'est important que le patient puisse contenir ce hors-temps lorsqu'il lui revient, parce qu'il lui donne en effet une trace profonde, corps et âme, de ce qu'il a éprouvé dans la relation avec ces objets. Ce n'est pas simplement un souvenir, une réminiscence, c'est au-delà, c'est une reviviscence. C'est ça qui fait la différence et qui est formidable chez Proust. C'est qu'il n'a pas simplement des réminiscences, mais des reviviscences. C'est-à-dire qu'après avoir goûté la madeleine, il ressent sensoriellement le truc, la serviette amidonnée et surtout les pavés inégalés où il tombe, et dans la façon qu'il a de tomber, il rééprouve corporellement, comme un enfant, corps et âme, ce qui lui a été donné de vivre. Ce n'est pas simplement un hystérique qui souffre de réminiscence, c'est quelqu'un de plus mal, de plus en détresse, qui a des reviviscences. Bon. Ces reviviscences apparaissent avec la madeleine, avec la serviette amidonnée, avec la sonate de Vinteuil, avec les 3 coups de la gare, avec... Bon. Et c'est là où je fais subtilement le lien avec le séminaire de la fois précédente, Beckett qui a commis un très joli Proust, un très joli livre sur Proust. C'est Beckett qui dit qu'il y a quelque chose de formidable dans la recherche, c'est que ça marche pour le thé et la madeleine, ça marche pour la serviette amidonnée, ça marche pour les pavés inégalés, c'est-à-dire on a l'illusion de retrouver le temps perdu, de le revivre, et qu'on est dans un absolu, dans un temps suspendu, donc de la non-séparation à l'objet, la fusion, enfin bon, même si c'est éphémère, ça permet de se soutenir, de se suffire, sauf dans un cas qu'évoque Beckett, c'est-à-dire la vue des 3 arbres. Lorsque, vers la fin de la recherche, Marcel, après avoir épuisé tous les organes sensoriels et tous les organes affectifs qui pouvaient lui redonner le passé et le lien à sa mère dans l'innocence et non contaminé par ses pensées inconscientes pervers, il regarde les 3 arbres, une figure de la Trinité, et là, il n'est plus Proust, il ne ressent plus rien, il n'arrive pas à voir quoi que ce soit. Je crois que c'est là la figuration de ce blanc qui est en deçà des angoisses de castration, c'est ce blanc de la néotisation, de la dissolution, ce blanc de la reviviscence archaïque de quelque chose qui, avec la mère, ne s'est pas si bien passé que ça. Une mère et un fils qui sont si attachés l'un à l'autre, c'est pas par amour. Comme le dit Proust, c'est par chagrin, parce que le chagrin dure plus longtemps que l'amour. Cette mère a quelque chose de particulier, en dehors de la relation compliquée à son mari, elle a une généalogie extrêmement perturbée, marquée par bon nombre de traumatismes,
Cette mère, c'est cette femme qui va revenir quelques jours avant la mort de Proust sous la forme de la femme noire. Il y a un très joli texte de Green qui évoque ce retour de la mère sous forme de femme noire, sous forme d'araignée qui va envahir le narrateur. J'en viens à la question babylonienne par excellence. C'est parce que Proust a réussi à dépasser la simple angoisse de séparation, la simple angoisse de castration, des petites angoisses relativement mineures, pour se confronter aux angoisses de néantisation, aux craintes d'effondrement, dans une rencontre avec la mère noire, la mère mélancolique, la mère de l'absence, que son œuvre a cette intensité que nul autre n'égale. C'est ce que Green dit en disant qu'il a approché cette mère de l'absence, cette réserve de l'incréable. Un mot compliqué, mais qui est une espèce de formidable trou noir aspirant qui peut vous engloutir et vous anéantir, mais autour duquel, avec les vibrations qu'il peut vous donner, vous pouvez toucher du doigt l'essentiel de ce qu'est la création artistique et pas simplement le romanesque. Donc, est-ce qu'il y a, pour revenir plus simple, est-ce que tu serais d'accord avec cette idée que, par rapport au titre que tu nous as proposé, la question qui se pose à lui n'est pas simplement, elle est à un niveau de séparation, de castration, mais elle renvoie derrière ces niveaux qui sont en effet, tu l'as dit à un certain moment, des niveaux écrans, elle renvoie à des angoisses beaucoup plus profondes, où la question de son identité corporelle dans le lien à sa mère est perturbée par une mère qui est quand même beaucoup plus noire qu'on ne veut bien nous la présenter. Voilà, je pense que ça vous a donné le temps de réfléchir à 2-3 questions. Qu'est-ce que tu en penses ? Je te réponds. Je ne suis pas complètement d'accord. Tant mieux. Tant mieux. Non, enfin, oui, bien sûr, je te rejoins complètement sur la mère mélancolique, c'est tout à fait mon idée. Je pense effectivement que si les angoisses de séparation ne peuvent pas être suturées par l'angoisse de castration qui les rend élaborables et structurantes, c'est justement parce qu'il y a cette mélancolie maternelle et le défaut de tiercéisation paternelle. Bon. Mais là où en fait j'ai du mal à te suivre, c'est que je trouve que tu pathologises mon Proust à moi, enfin, on n'a pas le même évidemment. Par exemple, sur cette idée, alors là c'est aussi ce que je pense théoriquement des angoisses de séparation, cette idée qu'il pourrait y avoir des angoisses plus archaïques que l'angoisse de séparation. Il me semble que l'angoisse de séparation constitue une des premières formes d'angoisse et qu'elle s'éprouve d'abord comme angoisse de néantisation. Voilà, alors peut-être on joue sur les mots là un peu, mais donc pour moi il n'y a pas véritablement... Là où je n'arrive pas du tout à te suivre sur la question des angoisses de séparation, c'est que pour moi l'angoisse de séparation n'est pas une petite angoisse, elle le devient, c'est-à-dire qu'elle devient une angoisse anecdotique quand elle est suturée, quand elle est prise dans la castration par l'Oedipe, ce qui chez Proust échoue pour toutes les raisons dont on a parlé. Par contre, effectivement, si cette séparation devient la question de sa vie, le tragique de sa vie, être séparé de maman, il me semble que c'est justement, et là je te rejoins par contre complètement, parce qu'il est confronté à cette mère mélancolique qui revient comme ça sous la forme de la femme noire. Ça je te suis complètement. Le lien que tu fais avec ces... Alors quand tu dis aussi que c'est pas un enfant qui écrit la recherche, bon évidemment, il me semble qu'une des beautés, une des forces de la recherche, c'est que Proust est un exemple, en tout cas il arrive à en témoigner, de la force de l'infantile dans l'adulte et de la présence, de la reviviscence pour le coup de l'infantile dans l'adulte. Donc évidemment qu'il a une sexualité génitale, enfin en tout cas adulte, essentiellement masturbatoire, enfin exclusivement même, mais tout de même c'est une sexualité adulte. Mais cette sexualité, elle est nourrie par justement l'infantile. Et je pense que c'est ça qui donne à cette œuvre, parce qu'il a l'extrême audace de nous en faire part,
il y va carrément. Enfin, il a un cours, enfin, c'est assez spectaculaire même. Le courage pour parler de toutes ces déviances, parce que bon, là, tu as évoqué un certain nombre de comportements, les bordels, etc., qui sont pas dans la recherche, qui sont dans les biographies, mais tout le moment de la prisonnière, c'est un grand moment de pathologie conjugale, très très inquiétant, très angoissant, et il s'épargne pas du tout. C'est-à-dire, il montre à quel point il est fou. Enfin, il est fou dans la relation avec. Enfin, le narrateur est fou dans la relation avec Albertine. Mais pour moi, ça ne. Enfin voilà. Pour moi, c'est profondément en lien tous ces comportements adultes pervers avec un certain type de relation à la mère, au père, ça s'ancre dans l'infantile. Voilà. Mais bon, je pense que c'est ce que tu dis aussi. Alors après, pour répondre un peu sur tous les points. Alors, juste oui. sur ces 2 points-là, pour continuer la discussion, tout dépend dans quel sens on va, quoi. Donc tu as raison de dire que bien sûr ça s'ancre dans l'infantile. Et j'ai peut-être raison de dire que malheureusement, à un certain âge, on n'est plus corps et âme un enfant, et que la façon dont le corps éprouve les jouissances, en particulier perverses, contamine l'infantile et le perturbe. Et que peut-être ce que réussit à faire Proust, c'est à tenir en équilibre cet ancrage infantile de la sexualité adulte, sans toutefois empêcher la sexualité adulte de corrompre la sexualité infantile. C'est Virginia Woolf qui disait que les mots des enfants se corrompent dans la bouche des adultes. Bon. Oui, alors je pense l'inverse. C'est-à-dire qu'il me semble que... mais bon, je rejoins le Freud des 3 essais, il me semble que cette perversion, elle est au cœur de l'infantile et qu'elle est domestiquée, refoulée, secondarisée, tout ce qu'on veut, par la sexualité adulte. Et encore, parce que, ça demeure dans les fantasmes, dans les rêveries et parfois dans les pratiques. Mais donc, c'est-à-dire cette idée... C'est-à-dire que moi, ce qui a fondé beaucoup la réflexion que j'ai eue sur Proust, c'est cette idée que ce que lui-même se représente comme une union nourrisson-mère, comme ce qu'il décrit à Balbec avec la grand-mère, c'est-à-dire vraiment comme une fusion bienheureuse, complètement étayante, complètement du côté de l'étayage, est toujours déjà pervertie, j'ai rajouté le R de pervers, par le désir, par l'inceste. C'est-à-dire que c'est toujours déjà là. C'est-à-dire que l'innocence enfantine, c'est un mythe reconstruit de l'adulte, ça. Oui. L'innocence rare de l'enfance est liée au corps de l'enfant, qui a un corps de désir et un corps de fantasme qui n'est pas celui de l'adolescent et de l'adulte. C'est pour ça qu'il me semble qu'il y a une différence. Mais bon, on peut... Il n'est pas outillé pour réaliser tout. Il change quand même. Il change, et le corps peut l'esprit. Si le corps se métamorphose avec la puberté, il va modifier l'esprit, les pensées, les autorités, les fantasmes. Il y a une espèce de tragédie dans ça. Bon. Mais bon, tu as raison de dire que c'est circulaire, dynamique. C'est pas simplement... Oui. Alors, ce qui est intéressant avec Proust, c'est que justement, précisément, ce niveau de sexualité génitale adulte, c'est-à-dire de rencontre amoureuse, sexuelle avec l'autre, il n'y est jamais parvenu. Non. Il n'a jamais pu pénétrer qui que ce soit. Absolument. Donc, ça, précisément, c'est resté ancré dans un auto-érotisme. Alors, peut-être pas infantile, mais en tout cas adolescent. Et on peut tendre à penser que si La Recherche est le plus grand roman d'amour où il n'y a absolument aucun passage à l'acte amoureux, qu'on en reste au préliminaire dans 5000 pages, on n'en a pas trouvé un seul, c'était pour éviter peut-être que cette pénétration ne modifie considérablement les éprouvés et en rester à une sexualité infantile. Bon, même s'il y a eu... Bon. Le deuxième point, quand même. Je ne dis pas que l'angoisse de séparation, c'est rien, mais quand même. C'est au moins un avantage, c'est qu'il y a un nom sur l'angoisse. D'accord ? C'est une angoisse de séparation, même si c'est une représentation et qu'elle peut témoigner de plein d'autres choses. Bon. Il y a quand même en deçà de l'angoisse de séparation des terreurs sans nom, des angoisses dilacérantes, des angoisses de néantisation, qui sont liées justement au fait que la question de la séparation ne se pose même pas, du fait que la question est celle de l'indifférenciation. En tout cas qu'elle se pose plus difficilement parce qu'il y a une indifférenciation primitive. Et je crois que, en tout cas avec les 3 arbres du Diménil, si on suit Beckett, donc il arrive devant, il a fait le thé, il a fait
il a fait le train, il a fait la sonate de Vinteuil, il a fait la serviette à mi-donnée, il a fait tous les sens. Il a fait les pas inégalés pour le corps et les vertiges, etc. Et il a retrouvé à chaque fois quelque chose. Quand il arrive aux trois arbres, il ne trouve rien du tout. Ensuite, si tu suis les méandres du texte, je ne l'ai pas en tête, mais en gros, vous arrivez à l'arrière-cuisine. Et dans l'arrière-cuisine, il y a qui? Il y a Françoise, ou Céleste, comme vous voulez. Et qu'est-ce qui se passe là, par rapport aux trois arbres, hein? Le fil associatif arrive jusqu'à l'arrière-cuisine, et là, vous avez une femme qui égorge un poulet. C'est la fameuse scène de Françoise égorgeant le poulet. C'est-à-dire une scène d'infanticide. Et juste à côté de Françoise, il y a la bonne qui accompagne Françoise qui est en train d'accoucher. Et Françoise ne supporte pas. Bon. Donc c'est ces angoisses-là qui sont en deçà de l'angoisse de séparation. Je ne dis pas que l'angoisse de séparation les recouvre ou qu'elle n'a pas une certaine intensité. Je dis qu'il y a un en deçà que Proust affleure, en tout cas avec Beckett, sur cette question des trois arbres. Et que la terreur, son nom, est plus dilacérante qu'une terreur qui a un certain nom. Quoi. Après que l'une et l'autre s'articulent, en fait, d'une certaine manière, nos deux questionnements sont les mêmes. En quoi l'angoisse de séparation peut modifier les angoisses de néantisation? En quoi l'angoisse de séparation est ancrée dans les angoisses de néantisation? Tu as raison, de la même manière que la sexualité adulte. Bon. Il y a un côté circulaire dynamique. Disons que moi, je serais peut-être plus pessimiste en pensant que quand le corps évolue, ou quand les angoisses deviennent plus térébrantes, on n'en sort pas, on n'en revient pas. Ce n'est pas aussi dynamique et circulaire que ça. Il y a à un certain moment débuté, et que le temps retrouvé est évidemment une illusion. Bon. Anne-Marie Smith, la Woolfienne de service. Que dit Virginia? Est-ce que j'ai bien dit la phrase de Virginia au moins? Je ne me suis pas trompé. Non, je voudrais parler de Proust. Est-ce qu'on peut parler de Proust écrivain? Il me semble que vous êtes en train de faire un contre-Proust en insistant sur le paradigme de la séparation, vous deux, et qu'il y a d'autres modèles, Julia Kristeva dans le ton sensible, Freud lui-même dans le créateur littéraire La Fantaisie. C'est l'intérêt de l'écriture de faire revenir ce hors-temps transgressif, n'est-ce pas? Et c'est ça, et je suis tout à fait d'accord pour la puissance hallucinatoire de la parole, mais la parole, en étant hallucinatoire, perd son statut de représentation. Et c'est ça qui est intéressant. Et comme Freud nous dit dans son texte Le rêve, il semblerait que la vie ne nous est pas tout à fait. Et pour moi, c'est ça l'intérêt de l'écriture de Proust. C'est l'insistance sur une prévalence vie-littérature. Ce n'est pas la question. Cette prévalence-là, c'est une fausse opposition pour tout écrivain. Quand il écrit, la vie, c'est la vie de son écriture. Il confie son désir de non-séparation à l'écriture. Et c'est une ère d'illusion, comme dans le Crier-Trouver de Winnicott. Oui, le contenant et le contenu, il n'y a plus de frontières. L'enfant perçoit un sein là où il croit percevoir un sein. Mais c'est un état qui existe dans l'inconscient. Et n'est-ce pas l'intérêt de l'écriture de nous éclairer cet état-là du trouver-crier, si vous voulez. Et en insistant à tel point sur une psychopathologie de l'écriture, je trouve qu'on perd Proust l'écrivain. Voilà. Oui, alors je suis complètement d'accord avec vous jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à mon avis, la singularité, c'est ce que j'ai essayé de dire, la singularité de l'œuvre proustienne, c'est de clamer plus fort que tous les autres écrivains ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est le temps retrouvé, c'est que ça marche, c'est que la vraie vie, c'est la littérature, etc. Tout en disant exactement le contraire. C'est-à-dire tout en disant qu'on va mourir, qu'on vient vieillir et qu'on perd définitivement tout le monde. Et qu'on ne peut pas rester dans ce monde-là, idéal, imaginaire de l'enfance, où il n'y a pas de temps. À mon avis, ce qui est très fort, c'est que c'est à la fois le temps retrouvé et à la fois à la recherche du temps perdu. Voilà. Oui, pour moi, c'est le fait qu'il tient les deux fils. Mais d'ailleurs, je le pense. Oui, je suis d'accord. Je le pense pas d'un point de vue psychopathologique. Je le pense d'un point de vue d'écriture. Je pense que c'est vraiment sa singularité d'écrivain. Là où d'autres écrivains créent une sorte de monde totalement ludique, totalement. On aurait plein d'exemples. Par exemple, Diderot. Il
Il y a un côté vraiment le principe de plaisir à tout va. Avec Proust, à tout va, à tout va, à tout va, et puis non. Et à mon avis, c'est là qu'est le... Oui, mais c'est pour ça que j'évoque le rêve, puisque dans le rêve... mais j'ai perdu le fil de ma pensée, mais... oui, la vie ne nous est pas tout à fait, mais quand on rêve, on ne peut pas faire la séparation rêve-vie non plus. Et Freud le dit aussi dans ses textes sur le rêve. Il y a un empiètement du rêve sur la vie et de la vie sur le rêve. Et je crois que c'est plus intéressant de regarder le texte à travers ce paradigme-là. Je suis tout à fait d'accord pour il dit tout et son contraire, mais c'est ça l'intérêt de la chose. Voilà. Oui, merci. Une autre intervention? N'hésitez pas. Un commentaire, une évocation de votre Proust. Bon, lisez un autre point que tu voulais. Un autre point qui est venu, sur lequel on pourrait rebondir. Oui, quand tu parlais de la gravure, oui. Et que tu ramenais le tableau d'Esther et d'Aman, ça m'a fait penser à une chose. Là, je te rejoins complètement. Effectivement, Proust relie l'homosexualité et la judéité avec cette question de la race. Il dit, nous, on est de la race des invertis, et c'est évident que la question de la race juive, la race maudite. Voilà, la race maudite se pose. Il y a cette idée, il y a cette phrase dans la recherche qui est « les deux sexes mourront chacun de leur côté ». Et alors, c'est vrai qu'il est évident que lui, il se range très certainement dans la lignée maternelle. Et d'ailleurs, l'obsession extrêmement étrange, sur laquelle, à mon avis, on est loin d'avoir tout dit, de l'homosexualité féminine chez Proust, et de la place qu'elle occupe dans la recherche, qu'on ne peut pas juste considérer comme étant un déplacement, enfin une sorte de phase de caché, dévoilé, va dans ce sens-là, c'est-à-dire la lignée des femmes, quoi, ce qui se passe entre les femmes. Alors moi, l'intuition que j'avais, mais elle est très simple, hein, il me semble que dans cette jalousie, qui est une jalousie des amours saphiques, c'est-à-dire qu'il imagine Albertine avec toutes les femmes, avec René, avec toutes les autres, il me semble que ça reforme à chaque fois le couple mère-grand-mère, c'est-à-dire un amour dans lequel vraiment les hommes n'arrivent absolument pas à trouver leur place. Quelque chose dont on est radicalement exclu. Et dont les lettres de Madame de Sévigné témoignent. Quoi. Avec ce qu'on voit en clinique aussi, hein, c'est-à-dire que l'objet de la mère, c'est la grand-mère maternelle, c'est pas le père. Et que cet enfant qui regarde dans les yeux de sa mère comment il peut se construire, ne voit pas l'objet paternel comme objet de désir, mais la grand-mère maternelle, elle-même prise dans une dépression mélancolique, c'est l'arrière-mère de Pierre Fédida. Donc l'objet du désir de la mère, c'est la grand-mère, c'est pour ça qu'elle a une place centrale dans la recherche, c'est pas le père. De la même manière que dans la recherche, l'autre membre de la famille est totalement liquidé, le frère, qui disparaît totalement de la recherche et qui se vengera puisqu'il censurera, lorsqu'il relira la recherche, tous les endroits un petit peu, enfin tous les passages sur les bordels, avant qu'on ne les remette. Il se vengera de la façon dont son frère l'a liquidé. Oui, le triangle grand-mère, mère et fils. Oui, monsieur. Oui, juste une toute petite remarque. Tout ça m'a passionné, mais je me demandais s'il n'y avait pas peut-être un lien à faire, qui n'est pas un simple jeu de mots, entre le concept de séparation que vous avez admirablement développé et puis le concept de réparation clénien, puisque vous évoquiez, je ne suis pas psychanalyste, mais puisque vous évoquiez l'archaïque, et je ne peux pas ne pas penser à cette petite phrase que Proust avait écrite dans sa correspondance,
J'aurais tellement aimé écrire quelque chose qui fasse plaisir à maman. Bon, et ça, alors qu'il avait déjà écrit une bonne partie de l'œuvre. C'est juste ça. Et puis, vous dites réparation. Oui, mais ça me fait penser au fait qu'il considérait la recherche comme une robe avec des empiècements, avec vraiment cette idée qu'on ravaude, qu'on reprise, qu'on remet du lien, effectivement. Oui, oui. Alors l'autre versant plus majestueux, c'est la cathédrale. Mais je pense aussi dans cette idée de comment elles ont été construites, bout par bout, pas forcément comme ça dans une unité préétablie. Oui. Mais mais je pense que vous avez complètement raison. Et parce qu'il y a la question, qui est aussi une question à mon avis. Michel Schneider en a remarquablement parlé dans Maman. Mais peut-être qu'il y a encore d'autres choses à en dire. C'est quand même très curieux cette question du lieu de jouissance sexuelle au lieu de profanation du visage de la mère. Et effectivement, dans la recherche, il y a un effort sublimatoire dans le style qui est comme une réparation de cette violence-là. Effectivement. Peut-être un petit bémol, je suis d'accord, mais comme pour Camus dans L'étranger, aujourd'hui maman est morte, avant de réparer en construisant une formidable robe Fortuny à sa mère, en 5000 pages, il a quand même sacrément profané, détruit. Bon. C'est les deux mouvements, hein. C'est un matricide et une réparation. C'est pas qu'une réparation. Et je crois que la phrase, lorsque sa mère est morte, mais j'ai un doute, c'est pas quelque chose qui fasse un peu plaisir à ma mère, mais qui lui soit utile. Hein, c'est une phrase alambiquée à la Proust, hein, elle ne dit pas totalement ce qu'elle veut dire. La relation n'est pas si harmonique entre les deux. Loin de là. Mais d'ailleurs, il a quasiment pas pu écrire la recherche du vivant de sa mère. C'est vrai, le mouvement d'écriture est venu après. Alors oui, on peut se demander pourquoi c'est 4 ans après. À quoi correspondent ces 4 années? Parce que Roland Barthes s'interrogeait pour savoir pourquoi il n'a pas écrit le lendemain, en gros, puisque c'est fait, allons-y. Maintenant, je suis vraiment séparé. Non, il a fallu 4 ans, et je pense que c'est le temps que l'inconscient se remette en place, hein, parce qu'il reçoit un sacré télescopage des temps lorsque la mère meurt. Oui, un spécialiste d'Hemingway, entre autres. Oui, c'est pas facile de parler de Proust. Le fait est que vous n'avez pas trop parlé de musique, ni de la question de la musique qui me semble centrale dans ces points. L'autre chose qui est très troublante, c'est quand vous avez parlé de la jeune fille au bord du train, qui est une scène absolument fondamentale, vers Cabourg, enfin Balbec. Et d'ailleurs, je crois que la grand-mère donne les lettres de Madame de Sévigné à ce moment-là, juste après ou juste avant, je ne sais pas. Donc je crois que les deux sont assez liés dans votre texte, qui était très, très beau à retrouver, même si ce n'était pas explicitement dit. J'aurais une question très simple, finalement, puisque je prépare un travail sur ces choses-là. C'est, au fond, comment un être aussi singulier, aussi... d'une singularité absolue presque, et y compris dans son écriture d'ailleurs. Maurice parlait de son style, enfin, c'est incroyable à lire, relire, re-relire. En tant qu'écrivain, comment un être et un écrivain comme celui-là, si original, si singulier, si unique, peut nous intéresser autant, tous, chacun le sien, très différemment, et passionner les foules aussi, et passionner chacun qui l'aime et qui se sent travaillé par lui. Je me pose exactement la même question que vous. Je ne sais pas du tout si j'ai la réponse. Proust, là, enfin, il a une réponse peut-être un peu convenue, qui serait que l'universel gît au cœur du singulier. Il faut aller au plus singulier pour trouver de l'universel. Bon, elle est un peu... Oui, c'est ce que dit Freud aussi. Mais
Oui, mais d'ailleurs, j'ai repensé ça. Je ne sais pas si vous avez vu le téléfilm qui est passé la semaine dernière, qui était une espèce d'anthologie des grands moments de la recherche. Mais en tout cas, la deuxième partie, c'était frappant, la singularité, c'est-à-dire la perversion, l'étrangeté, la bizarrerie, la maladie. Et c'est vrai que ça m'a saisi de se demander de quoi ça nous parle. Alors peut-être que ça parle quand même, c'est pour ça que je parlais d'audace, parce que c'est une idée qui m'est venue justement la semaine dernière. Ça nous parle un peu quand même, je pense, d'un certain retour du refoulé. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si je ne sais pas s'il y a des fantasmes universels, je ne le crois pas, mais il y a peut-être des invariants ou des grands mythes collectifs. Et peut-être l'audace, c'est celle-là, c'est-à-dire de s'aimer tellement et de vouloir sonder, y compris le troublant, le délétère, le sadique, voilà, d'aller chercher quoi, d'aller chercher qui on est, peut-être. Hein. Mais bon, je sais pas si ce n'est que cela. Oui, moi je te rejoins assez, tu l'as dit tout à l'heure, je crois que c'est un de ceux qui osent aller jusqu'au bout, en passant de la tendresse dans la relation infantile mère-enfant à la sexualité et jusqu'à la mort. Je vous rappelle le pastiche de Georges Perec de la première phrase de la recherche, qui, à mon avis, synthétise un peu la question. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Longtemps, je me suis touché de bonheur. Longtemps, je me suis coché de malheur. Donc, il y va. Hein, il va de la tendresse, de la relation la plus tendre, la plus innocente, au début des auto-érotismes et de la perversion du corps et de la pensée, et à la confrontation, à la mort. C'est quand même un sacré cheminement, ce qui nous touche tous. On est tous passés par là. Annette ? Oui, moi j'ai beaucoup apprécié votre texte et le côté poétique du texte qui permettait de faire avec le côté plus psychopathologique et moins, enfin, pas complètement tout aussi politique de Maurice. Et en partie aussi, mais ça vous en avez parlé tous les deux, de cette double triangulation, c'est-à-dire de cette scène primitive qui est constituée par le père et tout ce que vous en avez dit, ce père présent, absent, disqualifiant sa femme et son petit, et puis la triangulation de la grand-mère et de la mère, mais qui était quand même une triangulation, qui était quand même une scène primitive. Et quand il dit que le drame, ça a été à partir de cette nuit et de la mort de la grand-mère, c'est que la mort de la grand-mère, c'était aussi une disparition d'une pseudo-tiercéité. Et là, c'est les angoisses de séparation par rapport à votre pseudo-différent. C'est que, bien sûr, tout dépend de l'investissement qu'on a de la personne dont on se sépare. C'est plus difficile de séparer des frères siamois que de séparer de frères qui ont 3 ans de différence. Et que s'il y a un investissement narcissique d'objet, que s'il y a une non-détachabilité de l'objet, c'est certain que la séparation égale à ce moment-là, en effet, néantisation ou déréliction, plus que la déréliction, enfin, la liquidification de l'être. Et par rapport à toute son œuvre, qui est aussi comme un journal, et comme vous rappelez, c'est après la mort de sa mère. Et alors ça, je ne savais pas qu'il avait dit que c'était comme une robe qu'il faisait, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que donc il était encore dans ce lien de symbiose avec sa mère, et que donc il ne pouvait pas écrire, et qu'en écrivant ce journal, aussi compulsivement que ses masturbations, qu'il s'est fait, lui, une peau. C'est-à-dire comme s'il avait été dans la peau de sa mère, ou sa mère dans sa peau, avec la grand-mère, bon,
tout à fait ce que vous avez montré, et que après le fait d'écrire et de ne pas pouvoir s'empêcher d'écrire et d'écrire et des pages, et que finalement le temps n'est jamais retrouvé et qu'au bout du compte c'est la mort, néanmoins il se crée une peau. Et alors petite question là pour mon instruction, c'est qu'est-ce qu'il en a été du lien à ses éditeurs? Parce que ça, justement, ça compte quand on se recrée à soi-même quelque chose de l'ordre de son identité. Je vous rejoins complètement. D'ailleurs, effectivement, c'est une idée qui me vient en vous écoutant, qu'il y a aussi quelque chose d'une scène primitive mère-grand-mère, et que l'extrait que j'ai lu du baiser à la grand-mère, il est vraiment spectateur d'un accouplement à ce moment-là. Sur le fait qu'il s'est fait une peau, certainement, effectivement, que d'écrire la recherche, c'est une œuvre de séparation. Enfin, c'est une œuvre qui trace les limites. En tout cas, une chose qui est très remarquable, c'est qu'il s'est fait payer incroyablement cher le fait d'écrire cette œuvre, puisqu'il s'est cloîtré définitivement. Et je peux me tromper, mais je crois qu'à ce moment-là, il ne sortait même plus le soir pour aller, sauf très rarement, ni dans les salons, ni au bordel, ni nulle part. C'est-à-dire qu'il a vécu totalement cloîtré. Et il y avait cette histoire de peau aussi, puisque les murs étaient recouverts de liège, on n'avait pas le droit d'ouvrir la fenêtre, il fallait une différenciation, enfin, il fallait que ce soit contenant possible. Sur les liens avec les éditeurs, je ne peux pas répondre. La seule chose que je sais, c'est qu'il ne quittait jamais le manuscrit. Céleste Albaret, dans le livre qu'elle a écrit, La Bonne, sur Proust, elle dit qu'il fallait toujours emmener les manuscrits partout où il allait, etc. Qu'il y avait la malle des manuscrits. Donc effectivement, pas question. Là, il n'était pas question de s'en séparer. Juste pour compléter, c'est évidemment important. Lorsqu'il a commencé à écrire, et il a arrêté pas totalement, mais progressivement, il a arrêté de sortir dans les bordels. Mais c'est comme une espèce de début d'amélioration, d'élaboration. Il sortait de chez lui et il appelait un fiacre. Le fiacre amenait les prostituées du bordel et il faisait, comme chez Flaubert, le tour du pâté de maison avec les prostituées dans le fiacre qui lui racontaient ce qui se passait. Il n'y allait plus, mais elles venaient lui raconter. Donc c'est une progression. Bon. Et alors les éditeurs, oui, c'est un sketch. Avec Grasset, avant d'arriver à la NRF Gallimard, il a publié un compte d'auteur. C'est lui qui a payé, ça lui a coûté une fortune. Il a même demandé à ce qu'il ne touche pas beaucoup de droits d'auteur pour augmenter le tirage. Il a fait en sorte que le prix ne soit pas trop cher, donc ça lui coûtait. Enfin, il voulait que ça diffuse. Voilà, un processus de guérison. Et puis après, il y a quand même le statut Gallimard, où il a fait cette infidélité à Grasset pour entrer dans la Blanche, où Gide l'avait refusé à cause de, non pas qu'il n'avait pas apprécié ses qualités littéraires, mais qu'il n'était pas du même type d'inversion. Ouais. Juste pour compléter ce que vous disiez vis-à-vis du fait de se faire une peau, moi j'ai eu l'impression, à quelque temps en travaillant sur l'œuvre proustienne, que la métaphore placentaire permettait de penser ce qu'on vient de dire aussi et son corollaire d'angoisse matricide et infanticide. Parce qu'à partir du moment où l'œuvre devient un placenta, une cathédrale qui contient toutes ces relations mère-enfant imbriquées, sa destruction et qu'on prend ces risques infanticides ou même matricides. Ta destruction hémorragique, j'ai envie de dire. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Enfin, voilà, c'est une association qui me venait en vous écoutant aussi, parce que je pense que c'est très important et je trouve que on oublie, on est passé encore à côté, mais de cette question de l'infanticide et du matricide, moi je trouve que finalement c'est là où moi je suis arrivée, en tout cas dans mon étude proustienne, finalement aussi, comme vous, j'en reste sur cette idée-là. Voilà, c'est juste que... Oui, vous êtes une littéraire, non? Ou une psycho? Une littéraire au départ, une psycho. D'accord. Donc vous en arrivez à l'infanticide, au matricide, voilà. Comme Isée, qui a commencé avec la littérature, c'est ça? Ouais. Prof de lettres, voilà. Mais juste sur cette question de la métaphore placentaire,
Oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, c'est vrai, il y a toute cette symbolique. Enfin, il y a des symboles à l'infini de corps maternel, de monuments phalliques à l'inverse. Enfin, on peut vraiment suivre. C'est un des fils possibles dans la recherche. La musique serait un autre. Enfin bon, il y a une infinité. Mais une robe, l'idée de l'œuvre robe, il y a aussi quand même l'idée de couvrir le corps de la mère. Enfin, de enfin cacher ce corps de... Enfin, ça ne va pas dans la même direction que ce que vous dites, mais je pense qu'il y a vraiment cette idée de la vision du corps nu. Mais d'ailleurs, en emmenant les photos de sa mère au bordel, c'est le mouvement quasiment inverse, c'est-à-dire la mettre dans un lieu de nudité, la découvrir, l'exhiber. Bien. Encore une petite pour la route? Non? Merci beaucoup. Bravo à Isa Bernato. Merci. Voilà, à la prochaine fois. Paul Denis, Paul Valéry.